Le M23 va-t-il reprendre la ville de Goma? C'est en tout cas la menace lancée ce week-end par le président du mouvement, Bertrand Bisimwa. Le chef politique des rebelles congolais dans l'est de la RDC affirme que si Kinshasa ne respecte pas ses engagements, le M23 reprendra la capitale du Nord Kivu. Cette sortie intervient en plein déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU et de l'établissement d'une zone de sécurité entre Saké et Goma. Vous allez l'entendre ce matin, visiblement, le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, n'a pas apprécié cette nouvelle sortie du M23. On écoute Lambert Mende. Des propos qui relèvent de l'ineptie et qui ne reflètent que la grande méconnaissance de leurs auteurs du rapport des forces, de la réalité de la situation, même du droit international. Le gouvernement attend que M. Bisimwa reprenne Goma pour réagir. Nous leur avons offert et nous continuons à leur offrir la possibilité de en finir avec cette guerre qu'ils ont provoquée sans perte supplémentaire en vies humaines, et l'offre tient toujours. Il est évident que le M23 et ses maîtres rwandais ont toujours eu en tête de saboter ce déploiement de la brigade internationale, après que le Rwanda se soit engagé à en faciliter le déploiement. Nous prenons à témoin la communauté internationale sur ce revirement du Rwanda, puisque lorsque Bisimwa parle, il est évident que c'est le commandant en chef du M23, c'est-à-dire le gouvernement rwandais, qui parle. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, était joint à Kinshasa par Jacques Aristide. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, met tout en œuvre pour assurer la sécurité des populations du Nord Kivu, vient d'affirmer le chef de bureau intérimaire de la mission à Goma, Axel Keval, qui réagissait aux revendications de la société civile et de la population de cette province d'étendre la zone de sécurité sur toute la région et spécialement au territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Des propos d'Axel Keval recueillis par Radio Okapi. Les habitants du Nord Kivu sont fatigués de cette guerre et alors je les comprends parfaitement. Donc pour eux, le plus tôt ça se termine, le mieux. Et pour nous aussi. Si on veut se débarrasser des groupes armés, ce qui est notre objectif à tous, on doit bien se préparer. Et ça sera quelque chose qui se fera nécessairement par étapes. La première étape, c'est de sécuriser Goma, Saké et toute la région. Nous considérons qu'une attaque contre la zone sécurisée sera considérée comme quelque chose d'extrêmement grave et qui nécessitera une riposte de notre part. Si on veut que la MONUSCO puisse travailler mieux, il ne faut pas lui casser son matériel. C'est évident que ça n'aidera que les groupes armés. Plus on brûle, plus on casse les voitures de la MONUSCO, plus ça sera difficile. Donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et puis encore en RDC, ces propos de François Mwamba qui estime que le Congo a bien respecté ses engagements pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs. Une déclaration faite par le coordonnateur national du mécanisme de suivi de cet accord au terme d'une mission qu'il a notamment conduite au siège des Nations Unies à New York pour évaluer cet accord. François Mwamba qui, au micro de Radio Okapi, estime que la délégation congolaise a été comprise. En effet, dans l'ensemble des matières pour lesquelles nous nous sommes engagés, les réformes vont bon train. Ainsi, en ce qui concerne le domaine de la sécurité, tout le monde peut constater aujourd'hui qu'à la faveur d'un ensemble de mesures qui ont été prises ces derniers temps, l'armée nationale congolaise se comporte, que ce soit du point de vue professionnel ou du point de vue éthique, d'une manière qui correspond à ce que nous avons pris comme engagement à Addis Abeba. Dans le domaine politique, la nouvelle CENI est en place. Et s'agissant du suivi pour s'assurer que ce pourquoi nous nous sommes engagés, les choses avancent, le président de la République a mis en place un mécanisme national. Et s'agissant du domaine du renforcement de la cohésion nationale, vous savez également que le président de la République a déjà pris une ordonnance instituant ce cadre. Et puis, toujours dans la région, ce cri d'alarme de plusieurs experts indépendants concernant la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Ces derniers parlent notamment d'assassinats, d'actes de torture, de détention arbitraire, de violences contre les femmes, de disparitions forcées ou encore de justice populaire et d'un climat généralisé d'insécurité depuis 5 mois. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et Congo, la société civile et la jeunesse du Nord Kivu restent très déçus de la MONUSCO et de sa nouvelle brigade d'intervention
après l'expiration de son ultimatum aux détenteurs illégaux d'armes sur l'axe Goma-Saké. Et maintenant, le commandant de la force de maintien de la paix, le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, a été accusé par certains confrères de rétropédalage, c'est-à-dire d'être revenu sur cet ultimatum en précisant que cet avertissement n'était qu'une opportunité pour les groupes armés de coopérer. En tout cas, un ultimatum a été lancé au casque bleu après la manifestation hostile de vendredi, au cours de laquelle des pierres ont été jetées sur un convoi de la MONUSCO. C'est dans ce climat que le M23 a décidé de menacer à nouveau de reprendre Goma, la capitale provinciale. Nous aurons la réaction du gouvernement congolais ainsi qu'un reportage de notre correspondant sur place à Goma. Mais d'abord, la réaction du porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Prosper Basse, à tous ces développements, à commencer par les propos du général dos Santos Cruz. Non, je pense plutôt qu'il y a eu une mauvaise interprétation peut-être des propos du général dos Santos Cruz, parce que si vous vous rappelez bien, le général dos Santos Cruz avait annoncé le mardi 30 juillet 2013 à partir de Goma la création d'une zone de protection de 30 km environ de périmètre autour de la ville de Goma et de Saké, dans le but de renforcer la protection des populations civiles, mais ceci aussi, surtout suite au combat qui avait opposé le M23 aux forces congolaises entre le 14 et le 17 juillet 2013 dans la région de Moutaro et de Kibati, que ceci n'est qu'une première étape justement dans la mission qui a été assignée à la force de la MONUSCO en général, particulièrement à sa brigade d'intervention, parce que ce schéma va être répliqué. Cette zone de protection peut aussi être étendue pour englober les manifestations futures de menaces aux populations civiles. Mon colonel, la société civile et la jeunesse de la province du Nord Kivu est plutôt impatiente et vous a demandé spécifiquement d'étendre cette zone au-delà de Goma-Saké pour inclure les territoires sous contrôle du M23. Avez-vous l'intention de le faire? Oui, mais bien sûr. Toutefois, nous disons justement, suite à cet ultimatum, il faut rappeler que la MONUSCO est ici sur invitation du gouvernement congolais. Si la brigade est engagée à remplir sa mission de manière méthodique, de manière rigoureuse, ce que je peux dire à cette population du Nord Kivu, c'est de rester vigilant, de ne pas céder aux différentes manipulations. Nous pouvons tout simplement leur dire que maintenant, avec les moyens additionnels, la détermination et la coopération qui existent entre la MONUSCO et les FARDC, nous voulons tout simplement leur dire que l'espoir est permis. Alors, l'espoir est permis, mais il y a cette nouvelle menace du M23 de reprendre Goma à cause de l'impasse au pourparlers de Kampala. Qu'allez-vous faire si le M23 bougeait? La MONUSCO est suffisamment implantée dans la province du Nord Kivu, particulièrement autour de Goma, avec un soutien à l'armée congolaise, pour défendre la ville de Goma de quelque menace que ce soit, même si cette menace devait venir du M23. Le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Prosper Basse. Cette interview dans son intégralité sur notre site lavoixdelamérique.com. Maintenant, au micro de Jacques Aristide, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende réagit aux menaces du M23 de reprendre la ville de Goma dans l'est de la RDC. Pour monsieur Lambert Mende, les propos du chef politique du M23, Bertrand Bisimwa, tenus pendant le week-end, relèvent de l'ineptie. Le gouvernement congolais refuse de commenter ou de réagir à des propos qui relèvent de l'ineptie et qui ne reflètent que la grande méconnaissance de leurs auteurs du rapport des forces, de la réalité de la situation, même du droit international. Le gouvernement attend que M. Bisimwa reprenne Goma pour réagir. Alors, Bertrand Bisimwa affirme que le M23 a rempli sa part du contrat, le retrait de la ville de Goma. En revanche, le déploiement du M23 à l'aéroport de la ville n'a jamais été effectué, la démilitarisation non plus. Que répondez-vous à de telles accusations? Nous n'avons strictement rien à dire. La communauté internationale, tout comme l'opinion publique congolaise, sait
à quoi s'en tenir sur la nature du M23, sur la légitimité de ses revendications et sur ce qui est reproché au M23, non seulement par la RDC, mais par toute la communauté internationale. Il n'y a donc pas de débat possible. Les pourparlers de Kampala n'ont abouti à rien jusqu'à présent. C'est l'option militaire qui va prévaloir finalement? C'est vous qui dites cela. Moi, je n'ai pas l'information selon laquelle ces pourparlers entre le gouvernement et les forces négatives du M23 sont terminés. Je ne sais pas d'où vous tirez que ces pourparlers n'ont abouti à rien. Nous leur avons offert et nous continuons à leur offrir la possibilité d'en finir avec cette guerre qu'ils ont provoquée sans perte supplémentaire en vies humaines, et l'offre tient toujours. Pour le reste, il n'y a pas de commentaire. Et pour terminer, n'est-il pas dommage que cette menace intervienne alors que la MONUSCO vient de mettre en place une zone de sécurité autour de Goma? Il est évident que le M23 et ses maîtres rwandais ont toujours eu en tête de saboter ce déploiement de la brigade internationale après que le Rwanda se soit engagé à en faciliter le déploiement. Nous prenons à témoin la communauté internationale sur ce revirement du Rwanda, puisque lorsque Bisimwa parle, il est évident que c'est le commandant en chef du M23, c'est-à-dire le gouvernement rwandais, qui parle. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Pendant ce temps, sur le terrain au Nord Kivu, d'aucuns insistent donc pour que la brigade d'intervention s'attaque directement aux rebelles jusqu'à la libération totale de la zone occupée par le M23 depuis plus d'une année. Selon notre correspondant Primo Pascal Rudahigwa, les forces vives locales exigent de la MONUSCO qu'elle plie bagage si elle n'est pas en mesure de traquer les rebelles du M23. L'expiration de l'ultimatum de la MONUSCO contre les groupes armés a été très mal interprétée. Dans un point de presse animé à Goma, le commandant de la brigade d'intervention a expliqué qu'il s'agit d'une première phase de son plan de travail, mais la population n'a pas été convaincue. Thomas Dankin-Mwiti est le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Ça fait plus de 10 ans que la MONUSCO est là. Nous commençons à nous rendre compte qu'on est en train de nous distraire. Dans 7 jours, si cette brigade n'est pas déployée dans les zones chaudes, nous allons commencer des actions de grande envergure contre la MONUSCO. Nous souscrivons et nous signons. Quelques manifestants ont attaqué par des jets de pierres les véhicules de la MONUSCO dans le quartier Birere sur la route qui mène vers l'aéroport. Il a fallu l'intervention du colonel Mamadou Ndala, commandant des opérations militaires au nord de Goma, pour calmer les esprits. La politique du pays n'encourage pas ce genre de manifestations. Cela perturbe l'ordre public et l'ennemi risque d'en profiter. Nous ne voulons pas ce genre de jeu. Au nom du commandant de la 8e région militaire, je demande à tout le monde de se ressaisir. Les Nations Unies ne sont pas les ennemis des Congolais. Je vous rassure qu'aucun centimètre du sol congolais ne sera cédé aux ennemis. Le gouverneur du Nord Kivu a appelé ses administrés à la patience et espère que le moment venu, la brigade d'intervention passera à une seconde phase. Il a invité la population à continuer à faire confiance à la MONUSCO. Il faudrait que les gens donc distinguent les contingents de la MONUSCO sous les formats anciens du contingent de la MONUSCO sous les formats brigade d'intervention. Je ne vois pas en quoi la MONUSCO pourrait, sur un terrain qui est le nôtre, dans un pays souverain, empêcher à quelqu'un de devoir évacuer une force négative qui est qualifiée ainsi par tous les textes internationaux. Selon certains analystes, la population fait une mauvaise lecture de l'accord cadre d'Addis Abeba et pense qu'il n'y a que l'option militaire pour résoudre la crise de l'Est du pays. Pourtant, le chef de bureau de la MONUSCO au Nord Kivu, Rey Torres, n'exclut toujours pas la solution politique. Nous ne varions pas de position. Nous favorisons une solution politique. Pour le moment, les véhicules de la MONUSCO circulent librement en attendant l'expiration du délai de 7 jours accordé par le président de la coordination de la société civile à la brigade d'intervention d'attaquer les groupes armés dont le M23. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Sur le changement de ton de la MONUSCO ces derniers jours au Nord Kivu, un changement qui a surpris mais sur lequel nous avons plus d'explications aujourd'hui. Pour rappel, mardi dernier, le discours était martial. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a posé un ultimatum. Les groupes armés, dont le M23, avaient alors 48 heures pour déposer les armes ou quitter les environs de Goma. 2 jours après, à quelques heures de l'échéance, jeudi, le commandant de la MONUSCO avait surpris en déclarant que finalement cet ultimatum n'en était pas vraiment un, plutôt une opportunité donnée aux groupes armés pour coopérer. Alors que s'est-il passé, Florence Maurice ? Ce n'est peut-être pas à Goma, mais à Nairobi qu'il faut chercher une explication. Quelques heures après le lancement de l'ultimatum, s'ouvrait dans la capitale kenyane un sommet réunissant les chefs d'État des Grands Lacs. Et selon des sources diplomatiques à Nairobi, le président ougandais Yoweri Museveni a fait part de ses préoccupations à Mary Robinson, l'envoyée spéciale de l'ONU dans la région, estimant qu'avec cet ultimatum, la MONUSCO risquait de mettre de l'huile sur le feu, alors que les négociations entre le M23 et le gouvernement congolais sont déjà au plus mal. Des négociations chapeautées justement par le président ougandais. Mary Robinson, qui a pris ses fonctions il y a seulement quelques mois, a fait remonter ses préoccupations à New York et plus tard à Goma lors de sa conférence de presse. Le chef militaire de la MONUSCO qui avait lancé l'ultimatum est revenu sur son annonce. Au quartier général de l'ONU, on assure qu'il s'agissait simplement d'un problème de communication, d'autant que la zone de sécurité concernée n'englobe pas les positions sous contrôle du M23. Pas de remise en cause non plus du mandat de la brigade d'intervention, mais ce changement de ton inquiète, y compris au sein de la MONUSCO. Vendredi, à Goma, un convoi de la mission des Nations Unies a été visé par des jets de pierre dans la ville. Direction pour Info-zapping du mardi. Maintenant, en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, le bureau à Goma de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti d'Étienne Tshisekedi, a appelé les habitants du Nord Kivu à ne pas recourir à la violence contre la MONUSCO. La semaine dernière, la société civile de la province a donné 7 jours à la brigade d'intervention de la MONUSCO pour lancer une offensive contre les groupes armés, dont le M23, promettant de manifester si la force onusienne n'obtempérait pas. Cet avertissement faisait suite à l'expiration de l'ultimatum lancé par la MONUSCO aux personnes portant une arme à feu à Goma et dans des localités situées au nord de la ville pour déposer ces armes dans une base de la MONUSCO et rejoindre le processus de désarmement et de démobilisation. Alors, pour mieux comprendre la position de l'UDPS, nous avons joint le président de cette mouvance au Nord Kivu, Rubens Mikindo. Nous avons appris comme tout le monde l'ultimatum qui a été rendu public par la MONUSCO. Quelque part, nous avons trouvé quand même qu'il y avait un peu de maladresse dans ce communiqué parce que c'est un communiqué qui a été rendu public juste 48 heures après. Il fallait que tout le monde dépose les armes. Et là, nous avons estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de communication entre la MONUSCO et aussi même la population qui était bénéficiaire de cette action qui devait être menée par la MONUSCO. Et c'est ça qui a mis un peu le feu aux poudres. La population a manifesté contre la MONUSCO avec des jets de pierre sur les véhicules de la MONUSCO et même blessé quelques agents de la MONUSCO. Après, il y a la société civile qui a lancé aussi un ultimatum à l'endroit de la MONUSCO en lui demandant de faire son travail, c'est-à-dire que c'est lui de traquer les groupes armés, surtout les plus principaux, c'est les M23. Dans le même communiqué de la société civile, ou soit dans 7 jours que la MONUSCO puisse plier bagage. Et c'est par là où nous n'avons pas été tellement d'accord avec nos amis de la société civile, parce que nous avons estimé que, au lieu de s'attaquer à la MONUSCO, qui est l'invité du gouvernement congolais, la MONUSCO qui ne fait qu'accompagner le gouvernement congolais, nous avons estimé que les amis de la société civile auraient pu orienter leur cible vers le gouvernement congolais qui a démissionné complètement de ses responsabilités régaliennes qui consistent aussi à assurer la sécurité de sa population. Voilà un peu en bref ce qui a été au centre des discussions entre nous et les chefs du bureau de la MONUSCO ici au Nord Kivu, et tout en demandant aussi de la population de ne pas tomber dans les pièges des gens qui cherchent à se faire un nom à travers des actions, des vandalismes. Et ça, nous avons dénoncé parce que vous savez, l'UDPS milite par la méthode de non-violence. Et c'est ainsi que toute violence envers qui que ce soit la MONUSCO, que ce soit n'importe qui, en tout cas, nous décrions cela, nous dénonçons cela, nous ne sommes pas d'accord avec ça.
Le président de l'UDPS au Nord Kivu, M. Rubens Mikindo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Voilà un an jour pour jour que la Cour pénale internationale a ordonné la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de Thomas Lubanga, une décision qui faisait suite à la condamnation à 14 ans de prison du leader de l'Union des Patriotes congolais, l'une des milices actives dans la région de l'Ituri entre 2002 et 2003. Où en est aujourd'hui l'indemnisation? John Kanyunyu, notre correspondant dans l'Est de la RDC, est allé à la rencontre des victimes de ces crimes. Reportage depuis Béni. En tout cas, on n'est pas informé de ces faits-là. C'est peut-être la première fois de l'apprendre. La voix d'une des victimes de la guerre qui a secoué le district de l'Ituri pendant une décennie. Cette guerre interethnique a causé la mort de près de 500 000 personnes. Thomas Lubanga, l'un des leaders de ce district, a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale de crimes de guerre, recrutement et utilisation d'enfants soldats. Le 10 juillet 2012, il a été condamné à 14 ans de prison. Pour soulager, en tant soit peu, les victimes de la guerre de l'Ituri, des principes de réparation ont été définis par la CPI. Pour certaines victimes, l'indemnisation est une bonne chose, comme en témoigne celle-ci. S'il y a un fonds, ça vaut la peine. Hein. Nous avons beaucoup perdu. Moi, par exemple, personnellement, j'avais des choses de la maison, comme les congélateurs, les téléviseurs, des matelas, écossors, des panneaux solaires qui étaient volés. Et s'il y a un fonds pour ça, bon, ça peut nous aider, on ne peut pas refuser. D'autres victimes estiment en revanche que la réconciliation prime sur l'indemnisation. Pour moi, ce n'est pas l'indemnisation qui compte, mais c'est plutôt la réconciliation. Si les tribus de l'Ituri peuvent arriver à se réconcilier franchement, et à se réconcilier avec les tribus qui viennent d'ailleurs, je pense que c'est ce qui importe, parce qu'indemniser, bon, on va donner de l'argent, mais on va donner combien? J'ai par exemple perdu une fortune que j'ai accumulée pendant 10 ans, et je l'ai perdue à une seule journée. M'indemniser, qu'est-ce qu'on va me donner? Tout ce que j'ai accumulé pendant les 10 ans, qu'est-ce qu'on va me donner? Donc vous voyez que ce qui importe, c'est plutôt la réconciliation pour que ce que nous avons connu ne revienne plus jamais. Cela dit, la plupart des victimes ne savent pas qu'il existe un fonds alloué à l'indemnisation des victimes dans l'affaire Thomas Lubanga contre la CPI. Je n'ai jamais vu une équipe de la CPI venir à Béni. Peut-être ils arrivent à coulisses, mais ils n'ont jamais contacté les victimes comme nous autres. John Kanyunyu à Béni pour la Deutsche Welle. Info zapping du mercredi. Au Congo, la société civile et la jeunesse du Nord Kivu restent très déçus de la MONUSCO et de sa nouvelle brigade d'intervention après l'expiration de son ultimatum aux détenteurs illégaux d'armes sur l'axe Goma-Sake. Et maintenant, le commandant de la force de maintien de la paix, le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, a été accusé par certains confrères de rétropédalage, c'est-à-dire d'être revenu sur cet ultimatum en précisant que cet avertissement n'était qu'une opportunité pour les groupes armés de coopérer. En tout cas, un ultimatum a été lancé au casque bleu après la manifestation hostile de vendredi, au cours de laquelle des pierres ont été jetées sur un convoi de la MONUSCO. C'est dans ce climat que le M23 a décidé de menacer à nouveau de reprendre Goma, la capitale provinciale. Nous aurons la réaction du gouvernement congolais ainsi qu'un reportage de notre correspondant sur place à Goma. Mais d'abord, la réaction du porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Prosper Basse, à tous ces développements, à commencer par les propos du général dos Santos Cruz. Non, je pense plutôt qu'il y a eu une mauvaise interprétation, peut-être des propos du général dos Santos Cruz, parce que si vous vous rappelez bien, le général dos Santos Cruz avait annoncé le mardi 30 juillet 2013 à partir de Goma la création d'une zone de protection de 30 km environ de périmètre autour de la ville de Goma et de Sake, dans le but de renforcer la protection des populations civiles, mais ceci aussi, surtout suite au combat qui avait opposé le M23 aux forces congolaises entre le 14 et le 17 juillet 2013 dans la région de Moutaro et de Kibati, que ceci n'est qu'une première étape justement dans la mission qui a été assignée à la force de la MONUSCO en général, particulièrement à sa brigade d'intervention, parce que ce schéma va être répliqué. Cette zone de protection peut aussi être étendue pour englober
les manifestations futures de menaces aux populations civiles. Mon colonel, la société civile et la jeunesse de la province du Nord Kivu est plutôt impatiente et vous a demandé spécifiquement d'étendre cette zone au-delà de Goma-Sake pour inclure les territoires sous contrôle du M23. Avez-vous l'intention de le faire? Oui, mais bien sûr. Toutefois, nous disons justement, suite à cet ultimatum, il faut rappeler que la MONUSCO est ici sur invitation du gouvernement congolais. Si la brigade est engagée à remplir sa mission de manière méthodique, de manière rigoureuse, ce que je peux dire à cette population du Nord Kivu, c'est de rester vigilant, de ne pas céder aux différentes manipulations. Nous pouvons tout simplement leur dire que maintenant, avec les moyens additionnels, la détermination et la coopération qui existent entre la MONUSCO et les FARDC, nous voulons tout simplement leur dire que l'espoir est permis. Alors, l'espoir est permis, mais il y a cette nouvelle menace du M23 de reprendre Goma à cause de l'impasse au pourparlers de Kampala. Qu'allez-vous faire si le M23 bougeait? La MONUSCO est suffisamment implantée dans la province du Nord Kivu, particulièrement autour de Goma, avec un soutien à l'armée congolaise, pour défendre la ville de Goma de quelque menace que ce soit, même si cette menace devait venir du M23. Le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Prosper Bass, cette interview dans son intégralité sur notre site lavoixdelamérique.com. Maintenant, au micro de Jacques Aristide, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende réagit aux menaces du M23 de reprendre la ville de Goma dans l'est de la RDC. Pour monsieur Lambert Mende, les propos du chef politique du M23, Bertrand Bisimwa, tenus pendant le week-end, relèvent de l'ineptie. Le gouvernement congolais refuse de commenter ou de réagir à des propos qui relèvent de l'ineptie et qui ne reflètent que la grande méconnaissance de leurs auteurs du rapport des forces, de la réalité de la situation, même du droit international. Le gouvernement attend que M. Bisimwa reprenne Goma pour réagir. Alors, Bertrand Bisimwa affirme que le M23 a rempli sa part du contrat, le retrait de la ville de Goma. En revanche, le déploiement du M23 à l'aéroport de la ville n'a jamais été effectué, la démilitarisation non plus. Que répondez-vous à de telles accusations? Nous n'avons strictement rien à dire. La communauté internationale, tout comme l'opinion publique congolaise, sait à quoi s'en tenir sur la nature du M23, sur la légitimité de ses revendications, et sur ce qui est reproché au M23, non seulement par la RDC, mais par toute la communauté internationale. Il n'y a donc pas de débat possible. Les pourparlers de Kampala n'ont abouti à rien jusqu'à présent. C'est l'option militaire qui va prévaloir finalement? C'est vous qui dites cela. Moi, je n'ai pas l'information selon laquelle ces pourparlers entre le gouvernement et les forces négatives du M23 sont terminés. Je ne sais pas d'où vous tirez que ces pourparlers n'ont abouti à rien. Nous leur avons offert et nous continuons à leur offrir la possibilité d'en finir avec cette guerre qu'ils ont provoquée sans perte supplémentaire en vies humaines, et l'offre tient toujours. Pour le reste, il n'y a pas de commentaire. Et pour terminer, n'est-il pas dommage que cette menace intervienne alors que la MONUSCO vient de mettre en place une zone de sécurité autour de Goma? Il est évident que le M23 et ses maîtres rwandais ont toujours eu en tête de saboter ce déploiement de la brigade internationale. Après que le Rwanda se soit engagé à en faciliter le déploiement, nous prenons à témoin la communauté internationale sur ce revirement du Rwanda. Puisque lorsque Bisimwa parle, il est évident que c'est le commandant en chef du M23, c'est-à-dire le gouvernement rwandais, qui parle. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Pendant ce temps, sur le terrain au Nord Kivu, d'aucuns insistent donc pour que la brigade d'intervention s'attaque directement aux rebelles jusqu'à la libération totale de la zone occupée par le M23 depuis plus d'une année. Selon notre correspondant Primo Pascal Rodahigua, les forces vives locales exigent de la MONUSCO qu'elle plie bagage si elle n'est pas en mesure de traquer les rebelles du M23. L'expiration de l'ultimatum de la MONUSCO contre les groupes armés a été très mal interprétée.
Dans un point de presse animé à Goma, le commandant de la brigade d'intervention a expliqué qu'il s'agit d'une première phase de son plan de travail, mais la population n'a pas été convaincue. Thomas Dankin Mwiti est le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Ça fait plus de 10 ans que la MONUSCO est là. Nous commençons à nous rendre compte qu'on est en train de nous distraire. Dans 7 jours, si cette brigade n'est pas déployée dans les zones chaudes, nous allons commencer des actions de grande envergure contre la MONUSCO. Nous souscrivons et nous signons. Quelques manifestants ont attaqué par des jets de pierres les véhicules de la MONUSCO dans le quartier Birere sur la route qui mène vers l'aéroport. Il a fallu l'intervention du colonel Mamadou Ndala, commandant des opérations militaires au nord de Goma, pour calmer les esprits. La politique du pays n'encourage pas ce genre de manifestations. Cela perturbe l'ordre public et l'ennemi risque d'en profiter. Nous ne voulons pas ce genre de jeu. Au nom du commandant de la 8e région militaire, je demande à tout le monde de se ressaisir. Les Nations Unies ne sont pas les ennemis des Congolais. Je vous rassure qu'aucun centimètre du sol congolais ne sera cédé aux ennemis. Le gouverneur du Nord Kivu a appelé ses administrés à la patience et espère que le moment venu, la brigade d'intervention passera à une seconde phase. Il a invité la population à continuer à faire confiance à la MONUSCO. Il faudrait que les gens donc distinguent les contingents de la MONUSCO sous les formats anciens du contingent de la MONUSCO sous les formats brigade d'intervention. Je ne vois pas en quoi la MONUSCO pourrait, sur un terrain qui est le nôtre, dans un pays souverain, empêcher à quelqu'un de devoir évacuer une force négative qui est qualifiée ainsi par tous les textes internationaux. Selon certains analystes, la population fait une mauvaise lecture de l'accord cadre d'Addis Abeba et pense qu'il n'y a que l'option militaire pour résoudre la crise de l'Est du pays. Pourtant, le chef de bureau de la MONUSCO au Nord Kivu, Ray Torres, n'exclut toujours pas la solution politique. Nous ne varions pas de position. Nous favorisons une solution politique. Pour le moment, les véhicules de la MONUSCO circulent librement en attendant l'expiration du délai de 7 jours accordé par le président de la coordination de la société civile à la brigade d'intervention d'attaquer les groupes armés dont le M23. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Comme chaque jour. Infozapping du jeudi. L'Est de la République démocratique du Congo, des milliers de personnes déplacées ont besoin en urgence d'une aide humanitaire. C'est ce qu'annonce le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, qui fait référence au combat entre les FARDC et les ADF Nalu dans la zone de Kamango. Plus au sud à Goma, le bureau local de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti d'Étienne Tshisekedi, a appelé les habitants du Nord Kivu à ne pas recourir à la violence contre la MONUSCO. La semaine dernière, la société civile avait donné 7 jours à la brigade d'intervention de la MONUSCO pour lancer une offensive contre les groupes armés, dont le M23, promettant de manifester si la force onusienne n'obtempérait pas. Rubens Mikindo de l'UDPS au Nord Kivu. Au lieu de s'attaquer à la MONUSCO, qui est l'invité du gouvernement congolais, la MONUSCO qui ne fait qu'accompagner le gouvernement congolais, nous avons estimé que les amis de la société civile auraient pu orienter leurs cibles vers le gouvernement congolais qui a démissionné complètement de ses responsabilités régaliennes qui consistent aussi à assurer la sécurité de sa population. Voilà un peu en bref ce qui a été au centre des discussions entre nous et les chefs de bureau de la MONUSCO ici au Nord Kivu, et tout en demandant aussi de la population de ne pas tomber dans le piège des gens qui cherchent à se faire un nom à travers des actions, des vandalismes, et ça nous avons dénoncé parce que vous savez, l'UDPS milite par la méthode de non-violence, et c'est ainsi que toute violence envers qui que ce soit la MONUSCO, que ce soit n'importe qui, en tout cas, nous décrions cela, nous dénonçons cela, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Rubens Mikindo de l'UDPS au Nord Kivu, joint par Camille Grosdidier. Kivu, en République démocratique du Congo, le carré minier de Mukwege, c'est en territoire de Walugou, à 45 km de Bukavu et sous le contrôle de 2 groupes de militaires qui se battent depuis le week-end dernier. Leur présence a amené la population à manifester et à bloquer la route. Jolie Kamuntu est la correspondante de La Voix de l'Amérique à Bukavu.
La situation sécuritaire qui prévaut dans le groupement de Mushinga en territoire de Walungu depuis la semaine dernière reste préoccupante. La population observe la présence de 2 groupes de militaires qui se regardent en chiens et chats dans ce carré dont l'exploitation est principalement artisanale. Les creuseurs et vendeurs, craignant un début éventuel d'affrontement entre ces 2 groupes, ont fui dans toutes les directions. Cette débandade a poussé la population à barricader la route et il y a eu perte de biens, des blessés et des véhicules endommagés. Ce carré minier est convoité par 2 familles qui s'en disputent la propriété depuis plusieurs années. Ce conflit a même des fois dégénéré en des affrontements graves. Des villageois sur place indiquent quant à eux qu'une 3e famille serait venue se mêler à ces conflits et c'est ce qui a déclenché cette situation. Le noyau ressources naturelles du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu dénonce cette situation. Son président Patrick Nyamatomwa, en recommandant aux autorités qui ont le mine dans leur charge, tant provinciale que nationale, de pouvoir intensifier la police des mines parce que nous décrions de temps en temps beaucoup de carrés miniers où on exploite d'une manière artisanale. Ce sont des FARDC alors que ça devrait être géré par la police des mines. Et un énième cas dans la région et nous demandons à ce que cette situation puisse cesser. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique. Et voici après. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la RDC, l'ultimatum fixé par la société civile à la brigade spéciale de l'ONU expire cet après-midi. Les ONG demandent à la MONUSCO d'agir contre les groupes armés ou de quitter Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. La MONUSCO tente de convaincre ces organisations de différer leur ultimatum, mais Thomas Dakin Mouiti Luanda, le président provincial de la société civile du Nord Kivu, attend du concret. On vient d'organiser une 5e réunion avec les autorités tant civiles que militaires de la MONUSCO à Goma. On a compris qu'il y a des stratégies qui sont mises en œuvre qui ne devraient pas être mises au public. Il y a des choses qui devraient être faites également par le pouvoir, donc par le gouvernement congolais. Nous pensons que l'ultimatum qui se termine, nous allons devoir nous réunir en plénière au niveau des acteurs de la société civile et de la population pour que nous puissions prendre les dispositions en rapport avec notre ultimatum et voir les actions qui peuvent être menées, à qui elles peuvent être orientées, tout en sachant que la première chose que nous voulons, c'est de demander la libération de toute cette population de Massissi, de Walikale, de Rutshuru, de Nyiragongo, de Beni, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir, qui sont en train d'être maltraités par ces groupes armés. Apparemment, vous avez été convaincu par la MONUSCO après votre réunion du jour. Je dirais oui, il y a eu des éléments importants qui nous ont été révélés, sans pour autant dire que nous avons été effectivement convaincus, puisque les paroles restent des paroles, mais les actions concrètes sur le terrain, c'est ce que nous attendons. Quelle est l'ambiance dans la ville de Goma aujourd'hui? Est-ce que les populations se sentent en sécurité ou elles sont inquiètes? La population qui n'est pas informée des dispositifs qui sont arrêtés par la MONUSCO et par les FARDC n'est pas encore en train de vivre une ambiance telle que cela devrait se faire, puisqu'il y a des menaces proférées par le M23. Thomas Dakin Mouiti Luanda, le président de la société civile du Nord Kivu, interrogé par Enordi. La Cour. Info zapping du vendredi. Étude depuis quelques jours sur les marchés de la province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Des produits avariés impropres à la consommation circulent, comme l'a constaté notre correspondant dans la région, Jolie Kamuntu. Ces produits sont entre autres les aliments et les boissons alcoolisées. Un camion 1924 vient d'être intercepté à Bukavu avec un lot important de poissons frais avariés en provenance de l'Ouganda, en passant par le Rwanda et la frontière Ruzizi premier de la RDC. Ce qui est incompréhensible, c'est de savoir comment ce camion a pu traverser les frontières de plus d'un pays jusqu'à entrer dans la ville de Bukavu. Pour cet habitant, il y a de quoi être déçu de la manière dont les choses sont organisées aux frontières.
Nous regrettons ce que les services affectés à la frontière font. C'est déplorable de voir que ces produits périmés quittent d'un pays étranger et circulent ici. Nous savons qu'il y a le service de l'OCC. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on nous amène des produits pourris comme ça? Il allait les arrêter? Et c'est le même problème avec les boissons fortement alcoolisées qui passent par là et les autres produits pourris. La Ligue des consommateurs au Congo-Kinshasa, Likoski, dénonce que la santé des consommateurs semble ne pas inquiéter les autorités et les interpelle en ces termes à travers son président Muzo Kabari. Nous avons vraiment plusieurs services. Donc c'est comme si les consommateurs sont jetés dans une cour et sauf qui paie. Vraiment, ça, c'est une très grande interpellation. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment m'adresser à l'autorité publique, pour dire qu'il est temps que l'autorité publique fasse tourner l'appareil de l'État, surtout pour ce qui est des services chargés de contrôler des produits impropres à la consommation. Au mois de juin dernier, l'Office congolais de contrôle OCC avait décliné lors d'une question orale avec débat à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu toute responsabilité dans la circulation des produits avariés dans les marchés du Sud Kivu. Le responsable de ce service a formellement déclaré qu'il ne revient pas à l'OCC de faire le suivi de la qualité des produits dans les dépôts, travail qui revient à d'autres services de l'État, a-t-il dit. La population exposée finalement au danger reste plongée dans une confusion indescriptible. Bukavu, Jolie Kamontou, la voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de déplacés vivent dans la précarité dans la zone de Kamango, dans le nord de la province du Nord Kivu. Ces personnes ont fui les affrontements à la mi-juillet suite au combat entre l'armée gouvernementale congolaise, les FARDC, et les miliciens ougandais de l'ADF NALU. Aujourd'hui, il manque d'eau, de vivres et de soins de santé. C'est ce qu'indique le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. J'ai donc contacté Yvon Edoumou, chargé de l'information publique du plaidoyer à Ocha. Ces personnes sont toujours dans la zone de combat, dans des localités qui sont en fait proches de la frontière rwandaise. Et elles vivent dans quelles conditions? Ces personnes trouvent refuge où elles peuvent. Certains ont trouvé refuge chez des parents, d'autres ont trouvé refuge dans des maisons, mais de personnes qui ne connaissent pas. Donc il y a une certaine solidarité. Malheureusement, il y a d'autres aussi qui sont dehors, souvent à la merci des intempéries et des combats qui peuvent reprendre. Leur situation est toujours inquiétante parce que, bon, évidemment, quand vous êtes déplacé, vous êtes carrément démunis de tout, que ce soit en termes de nourriture, en termes d'eau, en termes d'accès aux soins de base. Il y aurait quand même une forte insécurité alimentaire. Oui, effectivement, parce que quand ces personnes se déplacent, elles se déplacent avec rien, à peine avec les habits qu'elles ont sur le dos. Est-ce qu'il y a quand même une partie de ces déplacés qui sont rentrés chez eux? Oui, suite aux affrontements, on avait enregistré près de 38 000 personnes déplacées. Quelques jours après, à peu près 9 000 sont rentrés, ont regagné leur habitation. Le mouvement des personnes, c'est très particulier parce qu'elles rentrent chez elles parce qu'elles ont l'impression que la sécurité s'est améliorée. Près de 9 000 personnes sont rentrées pour essayer de reprendre leur vie comme avant. Mais évidemment, la grande majorité reste encore déplacée dans la zone. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que le calme est revenu? Le calme est revenu. Cependant, la sécurité ou l'insécurité étant un sentiment personnel pour ces personnes qui sont déplacées, nombreuses personnes restent toujours déplacées parce qu'elles se sentent toujours en insécurité, même s'il n'y a plus de coups de feu ou il n'y a plus de combat. Ces personnes rentrent parce qu'elles veulent reprendre les activités champêtres, c'est des agriculteurs, l'élevage. Et leur premier souci, c'est ça, c'est d'abord rentrer et reprendre leur vie. Est-ce qu'elles peuvent à nouveau avoir une vie normale, sachant que les endroits où ils vivent sont quand même assez dépeuplés? Alors, c'est vrai que dans la foulée des combats, souvent des villages sont détruits. Il y a eu des dégâts, mais dans l'ampleur, on n'arrive pas encore à l'estimer. Voilà, c'était Yvon Edoumou, chargé de l'information publique et du plaidoyer à Ocha. Et nous restons dans l'est de la RDC. Inquiétude depuis quelques jours sur les marchés de la province du Sud Kivu. Des produits avariés impropres à la consommation circulent, comme l'a constaté notre correspondante dans la région, Jolie Kamuntu.
Ces produits sont entre autres les aliments et les boissons alcoolisées. Un camion 1924 vient d'être intercepté à Bukavu avec un lot important de poissons frais avariés en provenance de l'Ouganda, en passant par le Rwanda et la frontière Ruzizi premier de la RDC. Ce qui est incompréhensible, c'est de savoir comment ce camion a pu traverser les frontières de plus d'un pays jusqu'à entrer dans la ville de Bukavu. Pour cet habitant, il y a de quoi être déçu de la manière dont les choses sont organisées aux frontières. Nous regrettons ce que les services affectés à la frontière font. C'est déplorable de voir que ces produits périmés quittent d'un pays étranger et circulent ici. Nous savons qu'il y a le service de l'OCC. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on nous amène des produits pourris comme ça? Il allait les arrêter? Et c'est le même problème avec les boissons fortement alcoolisées qui passent par là et les autres produits pourris. La Ligue des consommateurs au Congo-Kinshasa, Likoski, dénonce que la santé des consommateurs semble ne pas inquiéter les autorités et les interpelle en ces termes à travers son président Muzo Kabari. Nous avons vraiment plusieurs services. Donc c'est comme si les consommateurs sont jetés dans une cour et sauf qui paie. Vraiment, ça c'est une très grande interpellation. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment m'adresser à l'autorité publique, pour dire qu'il est temps que l'autorité publique fasse tourner l'appareil de l'État, surtout pour ce qui est des services chargés de contrôler des produits impropres à la consommation. Au mois de juin dernier, l'Office congolais de contrôle OCC avait décliné lors d'une question orale avec débat à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu toute responsabilité dans la circulation des produits avariés dans les marchés du Sud Kivu. Le responsable de ce service a formellement déclaré qu'il ne revient pas à l'OCC de faire le suivi de la qualité des produits dans les dépôts, travail qui revient à d'autres services de l'État, a-t-il dit. La population exposée finalement au danger reste plongée dans une confusion indescriptible. Bukavu, Jolie Kamontou, la voix de l'Amérique. Et pour clore notre